Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez Luda Fresh Morning. On a un invité spécial ce matin, c'est monsieur Valéry Ondo-Ebe. Il est ancien sportif, ancien footballeur gabonais, voilà, un international que tout le monde connaît. Et il est candidat à la présidence de la FEGAFOOT pour l'élection 2022. C'est l'invité d'Elvis spécialement ce matin. Elvis, bonjour. Bonjour Dafresh. Comment tu vas ce matin? Ça va bien. C'est un événement spécial parce que normalement on a une émission les vendredis. Normalement. Alors aujourd'hui on reçoit monsieur Valéry Ondo. Aujourd'hui on reçoit une ancienne gloire de l'époque d'Azingo, il faut le souligner, monsieur Valéry Ondo-Ebe, qu'on va rapidement faire une présentation pour ceux qui ne connaissent pas, pour les jeunes qui nous écoutent. Alors Valéry Ondo, c'est l'ancien milieu de terrain de l'époque d'Azingo. Il a 102 sélections avec l'équipe nationale. Donc, c'est dire que c'est un ancien, c'est un baron de l'équipe nationale. On parle évidemment d'Azingo. Azingo qui a changé de nom après la CAN 2000. On se souvient, le Gabon était sorti au premier tour. On était du côté de Koumassi, voilà, au Ghana. Et au Ghana. Donc, c'est après là que l'équipe nationale qui était appelée Azingo est devenue les Panthères du Gabon. Mais Valéry Ondo a évolué avec, évidemment, Azingo National, avec laquelle il a fait les beaux jours de cette équipe-là. Donc, comme je disais, il a 102 sélections, il a plusieurs buts marqués. Et pour la petite histoire, juste pour parler de l'ancienne gloire des Panthères du Gabon, il a commencé avec l'USM. L'ancien d'Azingo. L'ancien d'Azingo. Voilà, l'ancien de l'USM aussi. Et il a commencé avec l'USM. On est dans les années 92-93. Avec Bilinga, autant pour moi, il a commencé avec Bilinga. Dans les années 92-93, ensuite, jusqu'en 2015, il était à Bilinga. Après il s'est envolé du côté de l'UFS Tunisie, où il a aussi évolué là-bas en première division. Et ensuite, il est revenu du côté du Gabon, plus précisément à l'USM. Donc, il a fait les beaux jours de l'USM. Il a évolué avec l'équipe nationale, à Zingo. On se souvient de la première CAN en 94, la deuxième CAN en 96 en Tunisie et en Afrique du Sud. Donc, c'est une ancienne gloire de l'équipe d'Azingo, et ce sont ces joueurs-là, on se souvient avec les Guiro Djenzamba, Etienne Kassangoma, Pierre Obamper, qui nous ont fait vivre à l'époque avec le Soukou Bango, le stade Omnisport, pour ceux qui partaient du côté du stade Omnisport. Mais aujourd'hui, M. Valéry Ondo a monté sa propre structure qui s'appelle Nepture Consulting, qui est du côté de la France et du côté du Gabon, où il fait, on va dire quoi, il fait un consulting au niveau des entreprises, il oriente des joueurs, il fait la formation des footballeurs professionnels et autres. Donc aujourd'hui, on le reçoit dans le cadre de l'élection de la Fédération gabonaise de football. Parce qu'aujourd'hui, M. Valéry Ondo, qui était une ancienne gloire de l'équipe d'Azingo en tant que Est-ce que sportif, son dossier a été retenu? Son dossier a été retenu. Son dossier a été retenu. Donc aujourd'hui, il vient nous parler un peu de sa candidature et du groupe qui l'accompagne. Monsieur Ondo Valéry, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir de vous recevoir dans notre studio. Vous avez fait les beaux temps d'Azingo. Azingo, c'était comment cette époque? Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va prendre quelques petites minutes. Bah écoutez, c'est toujours... Pourquoi on a l'impression que c'était bien avant dans notre pays, même en matière de sport aussi? Mais parce que c'était bien. C'était bien, vous le dites. Il y avait beaucoup d'engouement, beaucoup de passion. Et puis, je crois que l'équipe nationale le rendait bien au public. On avait un stade magnifique. Malheureusement, il est dans un état délabré, pas très beau. Mais ce que je voudrais quand même rajouter dans la présentation qui a été faite, je remercie pour les efforts qui ont été faits, mais il y a beaucoup d'incohérences là-dedans. Des informations que j'ai tirées sur le net, en fait. Tout à fait. Bon, le net ne donne pas tout. C'est pas toujours la vérité de ce qu'on croit. Donc, j'ai commencé à jouer en première division en 1981-82 à USM. Ensuite, je suis parti au V-Club Mangungu, un prêt d'un an, je suis revenu à USM. Donc, j'ai gagné l'UDAC avec l'équipe nationale en 88 au Cameroun. Et j'ai continué ensuite à Port-Gentil, à Shell, l'équipe s'appelait Shell, qui est devenue passe à Bilinga.
Et je suis parti ensuite en Tunisie, mais en faisant une escale au Portugal et en passant par les Pays-Bas. Donc j'ai joué au Portugal, au Victoria Setúbal, 2 ans. J'ai joué 2 ans également à Willem II Tilburg aux Pays-Bas. Ensuite, je suis parti en Tunisie, à l'Espérance sportive de Tunis, où j'ai joué 2 ans. Et pendant cette période, on a été champion de Tunisie et vice-champion de la Coupe arabe des clubs champions. J'ai été 8e meilleur joueur africain en 95. Et tout ce qui était devant moi jouait à l'étranger. Ça veut dire qu'à cette période, en 95, j'étais le meilleur joueur sur le continent. Donc ce n'est pas toujours la vérité qui est transcrite. Et vous arrêtez en quelle année? J'arrête en 2002. Et haute précision, de taille, celle-là, c'est que l'équipe nationale a changé de nom en 99. Parce que j'ai été capitaine de l'équipe nationale Panthère et d'Azingo. Ah bon, vous avez joué avec les Panthères? Tout à fait. Ah ben ça, je savais pas ça. Ben ouais, j'ai joué avec Cousin, j'ai joué avec Eric Moulungi. Avec Manangoy Zita. Avec Manangoy Zita, avec Dieudonné Londo, Étienne Bito, Thierry Mouyouma. Donc, c'est dans cette période-là que l'équipe... Est-ce que pendant cette période où vous étiez sur le terrain, vous avez eu l'occasion aussi d'apprécier et d'observer l'administration du football? Oui, bien évidemment, parce qu'on y est confronté. On y est confronté, que ce soit en club ou en équipe nationale. Il faut dire que les choses se passaient pour le mieux en club. Parce que les organisations, la structuration des clubs était calquée sur celle des sociétés. Mais la difficulté était en équipe nationale parce qu'il y avait beaucoup d'amateurisme. Mais on a apporté chacun, je pense, pour que le football de manière nationale se développe, on a apporté chacun sa pierre à l'édifice pour que les choses avancent. Mais quand vous dites que vous avez apporté votre pierre à l'édifice, ça veut dire qu'à des moments, vous faisiez des propositions à l'équipe dirigeante de votre instance de football? Tout à fait, tout à fait. On faisait même plus que des propositions parce que bon, il fallait quand même se battre. Il n'est pas inutile de rappeler que moi, quand je suis rentré en équipe nationale en 86, j'en suis sorti en 2002. Donc quand je suis rentré en équipe nationale, la prime journalière était de 5 000 francs. CFA. Ça fait près de 16 ans en équipe nationale, 86-2002. Quand même, hein? Je ne suis pas fort en calcul, mais ça doit être ça. Donc, 5 000 francs. Ouais. Je suis rentré, c'était 5 000 francs. Donc, on a dû se battre pour qu'elle passe à 10 000, cette prime. On a dû se battre ensuite pour qu'elle passe à 300 000, c'est-à-dire que le regroupement. Donc, on a mené des combats comme ça pour faire en sorte que le statut du joueur international soit le plus valorisé possible. Et aujourd'hui, bon, les jeunes qui accèdent à l'équipe nationale ont des conditions les meilleures. On espère encore les améliorer parce que tout n'est pas parfait, mais ça part d'une lutte intergénérationnelle parce que c'est ça, le football c'est la continuité. Donc on a mené ces luttes et forcément ça a eu un impact sur l'administration du football et voire même du sport. Mais il faut encore faire des efforts et c'est cela, on va en parler tout à l'heure, que je propose dans mon projet justement pour être président de la fédération. L'observation aujourd'hui que vous faites du football gabonais, ça va de quoi? Quel est le problème? Le manque de moyens, la mauvaise gestion, l'incompétence des acteurs, le manque des hommes qu'il faut à la place. Voilà, c'est ça, l'incompétence des acteurs. Qu'est-ce qui mine le problème de notre football? Je pense que le Gabon n'a pas un problème de moyens. D'accord. Financier, je veux dire. Pas un problème de moyens financiers. On l'a vécu. Il y a eu d'énormes sommes d'argent qui ont été débloquées pour le football et bien d'autres disciplines. Le seul problème, c'est que ces fonds-là ne sont pas utilisés dans les domaines où ils sont affectés. Et nous avons également ce problème de management, d'administration du sport. Nous sommes en 2022, mais on a l'impression, quand on regarde un certain nombre de choses, de problèmes justement qui se posent à notre football, que nous gérons le football comme dans les années 90. Est-ce que c'est pas le fait que les acteurs actuels ne prennent pas en compte les changements, le changement d'époque? C'est plus la même époque. J'ai regardé une interview d'Arsène Wenger qui disait qu'à l'époque on gérait des footballeurs qui voulaient jouer au foot. Aujourd'hui, on gère des millionnaires. Et si on parle en francs CFA, on gère des milliardaires. Des milliardaires. Est-ce que c'est pareil? Le problème au Gabon, c'est qu'on pense que c'est l'argent qui résout tout. Ce n'est pas possible. L'argent permet de faire un certain nombre de choses, mais il faut avoir une vision claire. Il faut avoir également les outils. Qu'est-ce que vous entendez par vision claire? Une vision claire, c'est de savoir où on va. Où va-t-on? Et comment fait-on pour y arriver? Qu'est-ce que je vais utiliser comme moyen humain,
comme moyen matériel et bien évidemment comme moyen financier pour pouvoir atteindre mes objectifs. Il faut que les objectifs soient clairs. Il faut que la vision soit précise. Il faut également qu'on ait les moyens nécessaires pour pouvoir, dans un plan d'action, atteindre les objectifs selon les domaines dans lesquels on a axé son action. Je pense qu'aujourd'hui au Gabon, ce n'est pas fait. C'est pourquoi on vit cette confusion. Donc, pour être beaucoup plus clair, moi, j'entends mettre en œuvre la politique du chef de l'État en matière de football. C'est quelle est sa politique en matière de football? Mais c'est de faire du Gabon un pays de football, un pays performant, un pays où le football se joue dans toutes les provinces, pour tous les sexes, filles et garçons, et que toutes les chances soient données à tout le monde pour pouvoir accéder au haut niveau. Je prends un exemple. Nous avons une équipe nationale, on sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de Gabonais, binationaux ou même de nationalité simplement gabonaise qui vivent à l'étranger. Très bien, c'est une valeur ajoutée. Mais on ne doit pas mettre sur le banc les efforts qui sont faits au niveau local. Il faut laisser des places aux joueurs qui s'expriment dans les compétitions domestiques ici au Gabon. Et je pense que si on a 23 joueurs qu'on peut retenir, on peut laisser 7 places pour les joueurs locaux. Ça va créer l'émulation. Même s'ils ne sont pas à la hauteur. Non, on ne peut pas le dire comme ça. On ne doit même pas le dire comme ça parce qu'il y a Monsieur des joueurs... Valérie, est-ce que vous connaissez notre préoccupation? Est-ce que vous connaissez l'objectif que nous, on veut que vous atteigniez, vous les responsables du football au Gabon? Je vous écoute. C'est de gagner les grandes compétitions internationales. Très bien. Pour nous, c'est l'objectif. Vous savez comment on arrive à Non, gagner? nous, on ne connaît pas. C'est vous qui allez nous dire comment ça se passe. C'est ce que je vous dis justement. Nous mettons beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie, beaucoup de choses en synergie pour faire en sorte que le football se joue. Donc, pour gagner, comme vous dites, des compétitions, il faut que de la base à l'élite, le football soit structuré. Il faut qu'on ait les moyens de permettre à ce que les jeunes Gabonais, filles et garçons, rêvent. Monsieur Valérie, est-ce que c'est pour dire qu'aujourd'hui, au niveau des clubs, les clubs ne sont pas structurés? Parce que je l'ai parlé le mercredi, lorsqu'on voit le championnat gabonais qui est professionnel, et si on rentre vraiment dans le professionnalisme avec les 16 ou les 14 clubs qui jouent en première division au Gabon, normalement, c'est 4 qui devraient jouer le championnat professionnel, parce que lorsqu'on parle de professionnalisme, on s'attend déjà à un club qui a son propre capital, à un club qui a son propre stade. Parce qu'évidemment, ce sont les entrées de stade et tout qui vont évidemment dans les caisses différentes. Est-ce que c'est possible dans notre pays? Est-ce que c'est possible par rapport à la réalité du Gabon? Parce qu'on sait qu'actuellement, d'après mes recherches, on a Manga Sport qui a le stade Henri Silvose, l'Union sportive de Bitam qui a Gaston Péril, l'USM qui a le stade Monédan de Siban, 105 qui a son propre stade. Mais les autres clubs-là... Ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons des stades dans toutes les provinces du Gabon, n'est-ce pas? Oui. Nous avons des clubs qui résident dans ces provinces. Donc ça veut dire qu'on peut mettre à contribution ces stades-là pour que les clubs y jouent. Maintenant, l'organisation interne qui va se faire pour que justement ils puissent faire en sorte que la billetterie et les produits dérivés leur apportent de l'argent, ça c'est quelque chose qu'on doit organiser, qu'on doit montrer aux gens. Maintenant, il faut comprendre également que le football, c'est pas d'un claquement de doigts que les choses arrivent. Il faut être organisé. L'État donne de l'argent, très bien, on le sait, depuis un bon bout de temps. Mais la fédération également devrait pouvoir mettre quelque chose sur la table pour les clubs. Vous parlez de capital d'un club, ok? Vous prenez des gens qui étaient amateurs à -0, vous voulez les amener dans le professionnalisme à 300%. Est-ce que vous pensez que c'est cohérent? Il faut accompagner les clubs dans leur structuration. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une loi d'orientation du sport qui est venue refixer un certain nombre de choses. Donc, associations sportives, sociétés sportives. Il faut pouvoir dire aux clubs, leur donner les éléments, les indicateurs nécessaires pour savoir que l'association sportive, elle va s'occuper de tout ce qui est football amateur, donc les jeunes, les filles, les garçons, jusqu'à un certain niveau, et la société sportive, qui est une entreprise, elle va s'occuper de l'élite. Mais dans la société sportive, il y a évidemment tout ce qu'on peut penser de charge comme une entreprise. Donc les statuts juridiques, il va falloir les choisir. Il va falloir faire attention, n'est-ce pas, aux taxes imposables. Il va falloir faire attention à l'enregistrement des salariés, parce qu'il s'agira de salariés, à la CNSS, à la CNAMGS, payer des impôts. C'est ça le professionnalisme. Le professionnalisme, c'est pas de dire je vous donne 500 000 et il n'y a aucune couverture maladie, il n'y a aucune couverture sociale, il n'y a rien du tout. Et ce travail-là, qui doit le faire, ce n'est pas des présidents des clubs, parce qu'on sait que dans les différents clubs, on a la partie administration et la partie... Les présidents des clubs doivent le faire. Mais je dis que la Fédération gabonaise de football, quand vous prenez l'organisation du sport au Gabon,
il y a le ministère des Sports qui représente l'État, le gouvernement. Et puis, le ministère des Sports délègue aux fédérations une mission d'utilité publique. Donc, ça veut dire que la Fédération gabonaise de football est responsable sur le territoire de tout ce qui se fait en matière de football, y compris ce qui fait dans les clubs. C'est pourquoi je pense, et je l'ai inscrit dans mon programme, que nous allons accompagner les clubs à se structurer. Et quel est votre Nous allons programme? accompagner les clubs à travers un programme d'assistance au football d'élite. Ce programme d'assistance va comprendre une assistance financière, une assistance matérielle et une assistance technologique. Donc tout ce qui est structuration, tout ce qui est ingénierie de projet. Aujourd'hui, moi j'ai fait le constat, vous l'avez dit, j'ai un cabinet. J'ai justement la chance de discuter avec plusieurs... Un cabinet de consulting. Il y a 3 pans d'activité, mais il y a une activité qui est... Vous parlez d'assistance financière, vous allez trouver les financements où alors qu'on sait qu'on a des gros problèmes de financement Sachant du football gabonais. Sachant qu'au niveau de la au niveau de la fédération et des clubs, généralement, les fonds reviennent de l'État. Et on le constate aujourd'hui, les joueurs sont en grève. Ils disent que tant qu'il n'y a pas le paiement des anciens salaires, il n'y a pas démarrage. On fait comment? Est-ce qu'il faut ramener l'ancien système où on avait des sociétés qui sponsorisaient des clubs à l'époque comme Bilinga, ça c'est ma question. Cedera, comment vous allez faire Sogara pour et le autres, financement? Ndela Football, etc. Je vais clarifier les choses. Je vous ai dit que la Fédération gabonaise de football est le représentant du football national. La Fédération gabonaise de football perçoit des subventions dans des domaines bien précis de la CAF et de la FIFA. Dans ces subventions, il y a les compétitions. Cette subvention, si je ne me trompe pas, elle est à $500 000. Je pense que dans les $500 000, je peux taper pour donner au club. Indépendamment des fonds que je vais lever avec des partenaires, dans les services et les produits que je vais mettre à disposition, pour faire en sorte que ces retombées financières puissent être reversées de manière équitable à toutes les parties qui gravitent et concourent au développement du football. Ne dites pas qu'il n'y a pas d'argent dans le football. Il y a de l'argent. Nous étions à la CAN. Quand une équipe participe à la CAN, même quand elle organise, elle perçoit de la CAF quelque chose. Un montant. Bien sûr. Mais ce montant, il faut le reverser à toutes les parties du football. Parce que quand l'équipe nationale du Gabon va jouer à la CAN au Cameroun, c'est le Gabon qui se déplace. Oui. C'est tous ceux qui ont fait quelque chose pour que l'équipe nationale se qualifie. Et dans toutes ces parties, il y a les clubs, il y a les ligues, il y a les sous-ligues, il y a les associations. Donc il faut faire une répartition qui fasse en sorte que l'argent que nous ramenons de ces compétitions puisse servir au développement du sport, du football notamment. Et moi, c'est ce que je vais faire. Donc, il va y avoir de l'argent et on va le redistribuer aux clubs pour que notre football soit le plus efficace possible. Et donc, vous allez aussi mettre en place une fiscalité pour faire en sorte que le milieu professionnel s'installe sérieusement, comme vous disiez au début. Bien sûr. C'est notre mission. C'est notre mission de faire en sorte que le football soit assaini, de faire en sorte que le football soit propre, de faire en sorte que le football crée des emplois. Parce que c'est ça aussi, il faut créer des emplois. Donc nous allons positionner le football au cœur du développement. Il ne s'agit pas simplement d'être cette structure ou cette organisation qui prend de l'argent et qui n'en crée pas. Il faut créer. Le football, c'est fait pour ça. Nous avons des joueurs de renommée mondiale, Pierre-Emerick, Mario Lemina, Ibrahim, Bruno, quand vous me parlez de là où on va aller chercher l'argent. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, vous avez des joueurs comme ceux que j'ai cités et on n'a aucun partenaire local ou international? C'est pas possible. Lorsque vous avez un Messi, un Neymar ou un Ronaldo, et nous en avons chez nous, je viens de les citer, il faut utiliser leur image pour faire venir les partenaires. Et là, ils vont vous poser un chèque, bien évidemment, il y a un cahier de charges qu'il faut respecter. Et cet argent, on peut l'avoir. Il faut simplement se mettre dans des dispositions pour pouvoir faire une offre qui soit alléchante, qui préserve les intérêts du partenaire que vous voulez solliciter. Et ça, on va le faire. Ça va nous permettre d'avoir de l'argent. Vous allez solliciter les partenaires à travers l'image des footballeurs? Et bien sûr. Bien sûr, madame. Lorsque vous avez Pierre-Emerick Aubameyang, je vais vous raconter ceci. En 1994, le Brésil jouait avec Umro. Quand il gagne aux États-Unis, il joue avec Umro. Et Ronaldo, le Brésilien, numéro 9, il n'a pas joué cette Coupe du Monde. Mais quelques années après, il avait devenu... Il était remplaçant, il avait 17 ans. Oui, il était remplaçant, il n'a même pas joué une seconde. Quelques années après, il est devenu le joueur que tout le monde adulait. Le Brésil est passé de Umro à Nike. Et avec tout ce que vous pouvez imaginer comme retombée. C'est ce que je dis. Nous avons des joueurs qui sont des porte-étendards de notre pays, de notre continent, au niveau mondial. Il faut qu'on se serve de leur image.
pour non seulement créer l'émulation, mais également qu'il y ait des retombées importantes pour notre football. C'est possible. C'est en cela aussi qu'un joueur international qui a une notoriété, une crédibilité sert. Pas simplement sur le terrain, il faut étendre sa personnalité au-delà et se servir, bien sûr, de cela dans le bon sens, je veux dire. Et nous, on va le faire. Avoir un bon football, c'est avoir des bons footballeurs. Et avoir des bons footballeurs, c'est participer à la formation. Tout à fait. C'est clair que quand on parle de formation, on commence par les plus petits. Tout à fait. Aujourd'hui, le football a une crise des écoles de formation des jeunes. Avec la crise qu'on a traversée, le Capé Loguette, comment vous allez mettre en place, vous allez ramener la confiance aux parents pour faire en sorte qu'ils repartent vers ces écoles de formation des enfants pour avoir des vrais footballeurs dans l'avenir. Quelle est votre stratégie pour nous ramener en confiance? Parce qu'il y a beaucoup de parents aujourd'hui. Tout à fait. Je suis d'accord avec eux. Déjà qu'on n'a plus pratiquement les écoles de foot. Voilà, déjà qu'on n'en a plus beaucoup. Il n'y en a plus. Problème majeur. Quelle sera la stratégie de Valérie Ondo au cas où il est élu à la tête de la Fédération gabonaise de football? On parle d'un problème majeur. On parle d'éthique. Oui. Pédocriminalité qui touche les enfants, qui touche tout le monde. Parce qu'on ne peut pas rester insensible à cela. Ce que nous allons mettre en place, c'est d'abord au niveau de la sensibilisation. Il faut sécuriser tout le monde. Et moi, j'ai commencé à le faire. Même si c'était dans un autre cadre, je suis allé au lycée de Djodabani, sur une conférence pour échanger avec les élèves sur la pratique sportive en milieu scolaire. Je pense qu'on va intensifier ces rencontres, ces échanges avec les élèves, que ce soit au primaire, au secondaire, avec les associations de parents d'élèves, en introduisant des psychologues également et en faisant en sorte qu'on soit le plus regardant possible sur la moralité des éducateurs. On va créer, n'est-ce pas, à travers la direction technique nationale, parce que c'est elle qui s'occupe des éducateurs-entraîneurs, il ne s'agira plus de prendre des gens qu'on ne connaît pas. On ne va pas faire de chasse aux sorcières, parce qu'il ne faut pas impliquer des gens qui n'ont rien à voir. Il faut reconnaître que dans l'entraîneurat, il y a des gens qui sont corrects, qui sont super. Donc, on ne va pas mélanger tout le monde. Mais, face à la situation qu'on a vécue, il faut prendre les mesures qui s'imposent. Sécuriser à travers des sensibilisations pour tout le monde, mais également mettre des mesures appropriées de répression pour ceux qui ne respecteraient pas un certain nombre de choses. Ça, on va le faire, on va le mettre en place. On ne va pas faire le médecin après la mort, comme le bureau sortant l'a fait. On va prendre le taureau par les cornes pour dire voici ce que nous mettons en place, mais voici également les mesures de répression qu'il va avoir. Parce que moi, je pense qu'un éducateur qui se rend coupable de tel acte, non seulement, c'est vrai qu'il y a la partie pénale, mais on doit le radier du football. On le radie du football. Tous ceux qui sont complices, tous ceux qui ont été de manière directe ou indirecte, qui étaient informés de cela, doivent être radiés du football. Je l'ai dit, le football doit être propre. Les gens doivent être en confiance quand ils envoient leurs enfants pratiquer quelque discipline que ce soit. Il ne s'agira pas à un individu de profiter de la faiblesse, de l'innocence des enfants pour faire n'importe quoi. On va être intransigeant là-dessus. Je vais revenir sur l'approche genre. Comment allez-vous valoriser les femmes dans le sport, dans le football? Je vais d'abord revenir à une question que vous avez posée dans l'enchaînement de la pédocriminalité, c'est-à-dire le football à la base. Nous allons mettre en place un partenariat avec l'éducation nationale parce que nous estimons que le milieu scolaire est le vivier le plus certain que nous avons. À partir de ce moment, nous allons mettre un partenariat en place qui va nous permettre d'avoir à disposition dans tous les départements du Gabon des élèves de 6 à 11 ans, jeunes filles et garçons, dont on va mettre une animation dans chaque département pour ces élèves, le mercredi et le samedi. Le mercredi parce que les élèves n'apprennent pas, le samedi également. Un peu comme ça se faisait avec l'Oxu? Non, ça c'est une animation. C'est une animation pour acquérir des notions de base, pour acquérir tout ce qui est basique et pour déjà tranquillement emmener les enfants à cette pratique sportive mieux équilibrée, mieux structurée. Il faut les emmener. Vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, il y a quelques années, il n'y avait pas les crèches. Oui. Mais on a compris la nécessité d'introduire les enfants très tôt à l'école pour que justement les passages d'un niveau à un autre ne se fassent pas brutalement. On va faire la même chose dans le football. Mais on va ajouter ceci, on va faire du football à 5. Football à 7, football à 5 pour les jeunes filles et garçons de 6 à 7 ans, football à 7 pour les jeunes filles et garçons de 8 à 9 ans, football à 9 pour les jeunes filles et garçons de 10 à 11 ans. Ça permet, comme ça, la progression cohérente.
Est-ce que dans cette stratégie, ça va mélanger ma question, est-ce que dans cette stratégie, vous allez valoriser l'approche genre? Bien sûr. Protéger les jeunes filles, les valoriser quand elles vont arriver à un niveau professionnel, ce qui ne se fait pas en ce moment. Et est-ce que dans votre équipe même, dans votre équipe de campagne ou bien dans votre bureau, vous avez des femmes? Bien sûr, il y en a 2. D'accord. Si je peux. Vous les avez me pris permettre pour de le les nombre citer. ou bien parce que réellement, vous avez en priorité la question de genre dans la façon dont vous allez gérer? Vous pensez bien que si on prend des femmes pour le nombre, je ne sais pas si elles viennent d'abord. Je pense pas. René, pourquoi tu bouges? Non, je pense pas. Il y a même une C'est-à-dire que- Boukinda René. Non, ça c'est un homme. C'est Un le homme, chargé de la René. com. C'est lui que vous avez eu. Oh, ok. Il faut enlever le E muet de René là. C'est un mec, lui. C'est un mec, oui. Non, c'est-à-dire que notre démarche a été d'abord de partager la vision. Ok. Parce que c'est la vision qui réunit les gens. Le projet. De dire, bon, écoutez, voilà ce que nous voulons faire. Et voilà la place des gens qui intègrent l'équipe. Moi, je ne prends pas des gens pour venir croiser les bras parce que, non, on n'est pas une maison de bienfaisance. C'est quoi le rôle de ces femmes dans votre équipe? Il y a une qui s'occupe des finances. Et il y a une qui s'occupe de la communication. C'est elle qui me prend les rendez-vous pour venir. Ok, monsieur Valérie, on doit dans Non, il n'a pas répondu à ma question. Il n'a La pas stratégie de valorisation. La stratégie pour de l'approche genre. valorisation. Nous allons, je vous ai dit déjà, nous allons faire ces programmes dans les départements. qu'on a intitulé les mois camps d'entraînement. Donc, il va y avoir des jeunes filles, il faut cette mixité-là, c'est important. Mais surtout, ce qu'il faut comprendre, moi je suis contre le fait qu'on crée, parce que je l'entends un peu partout, créer une ligue nationale de football féminin. Je n'en vois pas l'opportunité. Parce que déjà, pour créer une ligue, il faut avoir des électeurs bien identifiés. Le football féminin n'est pas différent du football masculin. Ce qu'il faut faire simplement, c'est que le football féminin doit être dans le sillage du football masculin. Profiter de la même organisation, voir un peu plus. Et puis, il y a quelque chose qu'il faut reconnaître dans le football féminin, c'est qu'il y a beaucoup d'engouement. Il faut qu'on l'utilise à travers les ambassadrices, à travers la formation pour permettre à ce que les femmes soient dans des organes de direction, de décision. Il faut également que les compétitions des femmes soient le plus vendues, vues possible, à travers le numérique, à travers toute forme de communication possible. Et également faire en sorte qu'il y ait des compétitions qui soient organisées durant toute l'année. Là, jusque-là, vous ne parlez pas de rémunération. Hein. Ou bien vous avez écoutez, peur d'aborder ce sujet? Non, j'ai pas peur Au niveau des d'aborder- salaires, par exemple, quelle sera la masse salariale? De Parce qui? que là, on Non, parle de comment vous allez professionnalisme. faire? Non, Des- pas la des marge. joueurs Moi, je dis comment professionnels. vous allez faire pour réévaluer la rémunération des femmes dans le football. Vous allez le faire ou bien vous n'allez pas le faire? Mais écoutez, on touche de l'argent dans le football comme partout à partir d'un certain niveau. On est bien clair là-dessus. Très bien. On peut estimer que je vais prendre l'équipe nationale, qui est encore... C'est de là où je viens. Mais je savais. C'est pourquoi j'atterris là-bas. Elles se sont fait éliminer par les Togolaises pour le Vous mondial. pensez qu'il devait avoir autre chose à part l'élimination? Elles ont perdu un aller-retour. Vous attendez autre chose? Bah non. Oui, on était dans le cadre de la réévaluation. On a pris les La pauvres pluie. jeunes filles et on les a balancées comme ça, je sais pas trop, là, chez le boucher. Et puis bon, elles ont même tenu, elles ont été héroïques de faire de 1 aller-retour. Donc pour revenir à votre question, je pense que nous allons mettre un traitement qui est l'équivalent, notamment à l'équipe nationale, de la valeur de l'équipe nationale. Je ne conçois pas, je pense inadmissible que des jeunes filles qui sont parties de leur domicile après 2 ans d'arrêt, elles ne jouent nulle part, et qu'au sortir de ces 2 matchs ou d'un des matchs, on leur donne 200 000. C'est inconcevable. Nous allons mettre des statuts en place, une charte du joueur international. Mais ce ne sera pas une charte pour les joueurs, pour les hommes seulement. Ce sera une charte où on va intégrer les femmes. Il est bien évident que les femmes n'auront certainement pas ce que les hommes touchent, mais ce sera à la hauteur de ce que nous pensons, de ce que nous avons comme rapport avec notre équipe nationale. Moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis arrivé en équipe nationale, c'était 5 000 francs. Je vais vous raconter. Ça veut dire que quand vous perdiez un match, parce qu'on faisait des regroupements de dimanche à dimanche, quand vous perdiez un match, avec l'omnisport que vous voyez rempli, eh bien on rentrait chez nous avec 35 000 francs. Moi, je l'ai vécu. Et je ne veux plus que les gens vivent ça. Il y a de l'argent pour des gens qui viennent à l'équipe nationale, qui défendent le pays. Il faut leur donner ce qu'il faut pour qu'ils soient à l'aise.
pour qu'ils soient contents et pour que ça crée également de l'émulation. Vous voulez demander aux jeunes filles de venir faire du sport. Mais ce que nous faisons actuellement n'est pas de nature à inciter les femmes à venir faire du sport. Je vais venir en équipe nationale pour gagner 200 000. Même si l'argent n'est pas le premier moteur. Mais l'argent est une récompense. Vous ne pouvez pas être en équipe nationale et être clocharde. On ne peut pas l'accepter. Et justement, nous allons mettre les dispositions nécessaires pour que les jeunes filles ne se sentent pas lésées. Celles qui viennent en équipe nationale, celles qui sont dans les clubs également. On va protéger tout ça. Je vous ai dit, il faut qu'on équilibre. Il faut que le football féminin soit dans le sillage du football masculin. Mais pas simplement dans le sillage au niveau organisationnel, mais même au niveau financier. Donc ça veut dire qu'on aura par exemple un championnat professionnel de football chez les Pas pour le moment. Chez les dames. Pas pour le moment parce qu'on n'en a pas les moyens. Mais vous avez une stratégie de levée de fonds. Non, je dis, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, de manière concrète, on peut organiser un championnat professionnel féminin? Moi, je dirais non. Nous allons organiser un championnat, mais pas professionnel. Il ne faut pas se mentir. Moi, je ne suis pas là pour vendre de l'illusion aux gens. On ne peut pas organiser un championnat professionnel parce qu'il faut l'appeler professionnel, non. On doit s'assurer d'abord du fait que nous ayons des équipes qui vont tenir dans la durée. Nous devons nous assurer également que chaque équipe masculine ait des sections féminines. À partir de ce moment, Tout à fait, c'est ça le professionnalisme. bien en sûr, fait. progressivement, de la base à l'élite, les équipes féminines vont se créer. Et je prends pour exemple ceci. Je vous ai parlé tout à l'heure de ces animations dans les départements. Ce qui va faire ensuite que, en minime, donc ce qu'on appelle les U-15, chaque équipe va devoir intégrer 4 filles dans les 11 entrants. Je dis bien chaque équipe, sur tout le territoire. Ça, c'est les moins de 15 ans. Ça va faire que, en moins de 17 ans, les filles vont se démarquer pour avoir leur équipe. En moins de 17 ans, en moins de 20 ans. Et à partir de ce moment, nous allons positionner un championnat intermédiaire, pas professionnel. Nous allons aller pas à pas. Parce qu'avec les filles, si on se loupe, ça va être difficile pour rattraper. Comme ça l'a été, hein, vous vous rappelez bien, sur le championnat professionnel du Gabon. On a mis la charrue avant les bœufs. Et là, on traîne encore quelques casseroles. On ne devra pas se tromper avec les filles. C'est pourquoi il faut y aller progressivement, faire les réajustements nécessaires si on s'est trompé et faire en sorte qu'il y ait un peu plus d'engouement chez les filles. Il y a des femmes qui aiment le football, qui sont un peu mises sur le côté parce que les hommes font les machos. Il va falloir équilibrer tout ça. Il va falloir, en plus on est dans la décennie de la femme, il va falloir qu'on mette les bouchées doubles pour faire en sorte que le football féminin soit le plus compétitif. Le 16 avril, vous allez aux élections là-bas. Vous êtes confiant? Je pense que nous sommes aujourd'hui à un carrefour important de notre football. Il ne faut pas avoir peur de le dire, indépendamment de tous les problèmes liés à la pédocriminalité, à la mauvaise gestion de l'équipe nationale, aux problèmes de championnat, aux problèmes de développement de notre football sur le territoire national. Il est important de renouveler les hommes, de renouveler la vision, de renouveler le management, de se positionner dans l'air du temps, de ce qui se fait aujourd'hui. Et le Gabon ne doit pas être en marge. J'ai la légitimité aujourd'hui à travers le parcours qui est le mien. J'ai les outils nécessaires à travers les formations que j'ai réalisées. Êtes-vous soutenu par les anciens joueurs d'Azingo qui ont partagé le vestiaire avec vous? Pensez bien qu'on n'arrive pas à un tel projet, à une telle ambition, si on n'a pas les soutiens de ses coéquipiers. Peut-être pas tous, mais une bonne partie. C'est ça aussi le football. Chacun, il faut respecter les positions des uns et des autres. Donc c'est ce que je dis, il faut qu'on aille dans ce changement. Et vous également, les médias, vous devez être porteurs de cette volonté de changement. Il faut qu'on arrive à positionner le football de notre pays au niveau continental. Vous avez vu le Cameroun? Ils ont perdu 1-0 chez eux. Ils sont allés gagner 2-1. C'est cette mentalité qu'on doit avoir, de gagner, pas d'être des minimalistes. On va à la CAN, on fait 8e de finale, on est content. Non. Ah non. Quand on est capable d'aller en demi-finale, quand on est capable de gagner, il faut le faire. Mais moi, je dis toujours qu'il y a 2 façons de voir les choses. C'est comme les gens qui vont à l'école. Vous avez des élèves qui vont à l'école et vous avez des élèves qui vont pour apprendre. C'est 2 types d'élèves. Vous avez des équipes qui vont pour jouer, vous avez des équipes qui vont pour gagner. Il faut aujourd'hui qu'on aille dans les compétitions pour gagner. Il
faut avoir cette mentalité. Mais cette mentalité commence par la vision des dirigeants, par le fait qu'on soit sûr de ses forces, tout en respectant les adversaires. Aujourd'hui, au Gabon, quand on part dans une compétition, on est content. On va peut-être voir du pays, on va voir le paysage, on va faire du tourisme. Il faut que ça s'arrête. On l'a démontré. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on a gagné l'UDAC en 88, au Cameroun. Au Cameroun. Il ne va pas gagner au Cameroun qui veut. Et le Cameroun était champion d'Afrique cette année. Tout à fait. On parlait de club, mais c'est la mentalité. C'est la mentalité. C'est la vision qui doit être portée par des dirigeants ambitieux, qui doit être portée par des dirigeants qui prennent des risques. Moi, je suis ce dirigeant-là, et je l'ai toujours fait, que ce soit en équipe nationale ou dans tout ce que j'ai pu réaliser. Il faut savoir prendre des risques. Je ne suis pas suicidaire, ne vous en faites pas. Donc, c'est cela. Il y a 20 ans, on a Sogara qui était en finale, de vainqueur de coupe. On a Bilinga, où j'étais le capitaine, on a joué une demi-finale. Mais ça fait belle lurette. On ne peut pas aujourd'hui continuer à se dire quart de finale. Mais c'est quoi quart de finale? C'est un trophée quart de finale. Comment vous trouvez le jeu des Panthères? Est-ce que si vous êtes président de la FEGAFOOT, il va s'améliorer? Je vais faire en tout cas, je vais tout mettre en œuvre pour qu'on soit performant. Être performant pour moi, c'est de gagner les compétitions. Je ne dis pas qu'il ne faut pas bien jouer, mais je préfère ne pas bien jouer et gagner. N'est-ce pas? Il faut qu'on arrive à se dire, à se mettre dans la tête qu'on est capable de faire des choses. C'est ça notre problème. Mais pour être capable de faire des choses, il faudrait que vous ayez des images fortes qui vous renvoient à la réalité. Moi, je suis une image forte du football. Vous voyez, je suis rentré ici et puis on a dit non, mais il a 17 sélections. Et quand on regarde le parcours du bonhomme, il n'est pas volé, hein, quand même, le mien, je vais dire. Ah oui? Parce qu'on ne joue pas en équipe nationale 16 ans qui veut. On ne passe pas des Panthères, on ne passe pas d'Azingo aux Panthères qui veut. C'est cette mentalité qu'on va donner aux jeunes, filles et garçons. D'être conquérants, d'être sûrs, mais respectueux, et d'avoir des valeurs. L'argent, c'est bien. On en veut tous, on en a tous besoin. Mais l'argent n'est pas une valeur. Les valeurs de respect du maillot, les valeurs d'amour, de passion, voilà. De respect de ce qu'on fait, des autres, de soi-même, du pays, du maillot qu'on défend. Ce sont ces valeurs qu'il faut mettre en avant. Et c'est ça que je veux mettre en avant. Dans les équipes nationales, bien évidemment, mais ça commence dans les clubs. Merci, M. Valérie Ondoébé, d'avoir accepté notre invitation ce matin. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. C'est moi qui vous remercie. Mais quand vous voulez, hein, je reviendrai. Quand vous serez président, il faut revenir. Ne vous inquiétez pas. On se donne rendez-vous. Urban FM 104.5.